bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Fois n'est pas coutume, on fait un live samedi après-midi. J'espère que tout le monde va bien. On va parler du drame migratoire qui s'est déroulé le 24 juin. Tout le monde a vu les vidéos juste hallucinantes où il y avait des corps jonchés à même le sol de la police aux frontières marocaines ainsi que la police espagnole. On va inviter tout de suite Gamel Abina, expert en géopolitique, pour en discuter, pour échanger tout de suite. On ne va pas attendre. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous accueillir et de partager ce moment. Il n'y a pas grand monde là, mais on va quand même débuter. Et s'il n'y a pas grand monde, on essaiera de partager la vidéo au plus grand nombre. Alors, Gamal. Je sais pas pourquoi. Coucou à tous. Pourquoi Gamal n'a pas pu rejoindre la vidéo? Attendez, je fais vite fait la petite manip. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je dois tellement l'habitude de dire bonsoir, bonjour. Donc, on va toujours parler du drame migratoire qui s'est passé aux côtes espagnoles, marocaines, enclave de Melilla. On aura deux invités, un journaliste congolais en deuxième partie, et donc Gamal Abina qui devrait normalement incessamment sous peu arriver. Je l'ai invité, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc un instant, je vous prie. On va essayer de décrypter, décoder ce qui se passe. Alors, Gamal. Coucou Abel, ça va? J'attends juste mon invité, il doit y avoir un petit souci, donc patienter, ne peut participer. Kamal ne peut participer, je sais pas pourquoi. Et en plus, il y a plein de choses à nous dire super intéressantes, donc je vais tenter une dernière fois. Kamal Abina, journaliste algérien, expert en géopolitique, qui intervient notamment sur Al24, sur Africa aussi, sur des chaînes, la chaîne russe. Mais là, elle a été coupée, comme vous le savez. Attendez, je vais réessayer une dernière fois. Monsieur MLT, bonsoir Monsieur MLT. Donc, un samedi après-midi, il y a beaucoup de monde qui doit être occupé, mais pour moi, pour ma part, c'est très important de faire ce live, d'éveiller les consciences et d'alerter sur cette crise-là, parce que c'est une crise migratoire, sachant qu'on est tous issus de l'immigration. Donc, nous, on est passé de l'autre côté, mais il y a nos parents qui essaient jour après jour de venir sur le sol européen. C'est tout simplement d'un point de vue humain et on ne peut pas délaisser ces personnes. Alors, attendez. Je l'ai eu en plus il y a une minute. Je lui ai dit à Gamal, je l'invite, il doit avoir un petit souci, mais normalement, il doit être là, ne bougez pas. Ne bougez pas, en tous les cas, merci à vous d'être présent, même un samedi après-midi. Mais d'un point de vue agenda, il y a ma nièce, ça va. Reste là parce qu'il y aura un journaliste congolais qui envoie, qui va envoyer du lourd. MLT dit la politique migratoire n'est pas à la hauteur. En fait, il n'y a pas de politique migratoire, à mon sens. À mon sens, les, les pays européens ont laissé
ont laissé les pays frontaliers à faire ce qu'ils veulent et faire tout et n'importe quoi. Donc il n'y a pas de politique. Une politique, c'est une vision. À mon sens, il n'y a pas de vision. Il y a la jeunesse africaine qui meurt euh, dans la mer. Et il y a des présidents fantômes qui laissent la jeunesse africaine mourir. Alors, attendez, là, il y a un souci. Kamal, il est pas. Alors, alors je vais laisser un petit message. Donc, pour revenir sur ce que disait le président MLT sur la politique migratoire, à mon sens, hein, après, moi je ne suis pas expert, mais en tous les cas, je lis les journaux et j'ai mon avis. On peut pas, à partir du moment qu'on délaisse une jeunesse d'un pays, c'est-à-dire qu'on vide son pays, c'est-à-dire que les cerveaux vont dans les pays européens, les médecins, les avocats, les ingénieurs, et la force de vivre d'un pays, c'est sa jeunesse, pour travailler dans l'industrie, pour travailler dans l'agriculture, elle va aller tenter sa chance en Europe. Donc forcément, vous avez des pays qui se vident et les hommes vont travailler dans l'immigration interafricaine, parce qu'il faut pas oublier que 50% un peu plus de 50% de la migration se fait interafricaine et non pas en Europe. Donc ça, c'est des chiffres à prendre en compte. Ah, il arrive. Je suis désolé. Donc j'ai dû meubler à ma manière, mais il arrive. Euh, voilà. Coucou Gamal, à toi. Ah, je sais pas si ça marche comme ça. Fatma est là. Bonsoir Fatma. Juste une seconde. Oui Gamal. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement, j'essaie juste de régler mon appareil là. Vas-y, prends ton temps. On est là, on t'attend. Règle ton appareil tranquillement. C'est plus compliqué que prévu, mais ça a l'air de marcher, c'est bon. Voilà. Ah, on ne voit pas par contre. Attends, ça va arriver. Ah, c'est bon. Là, j'ai une coupe de cheveux à dormir debout, mais ça, c'est un classique. Comment vas-tu Gamal? Ça va, ouais, je reviens du boulot. Enfin, je suis toujours au travail, arrêtez. Ah, Ça je va? vois. Merci à toi d'accorder vous accorder un peu de ton temps, surtout un samedi. Mhm. Donc, comme j'ai pu mettre sur l'intitulé du live, c'est le drame migratoire. Quand je dis drame, j'ai envie de dire tuerie, parce que Ouais, c'est clair. de ce qu'on a pu voir, la police marocaine et espagnole n'y est pas allée de main morte sur cette tentative de franchissement de la frontière espagnole. Euh, nous, de notre côté, on a pu voir ça, on a pu voir sur Twitter des vidéos et on a tous été gravement choqués. Maintenant, moi, ce que je demanderais à un expert comme toi, c'est de nous éclairer sur un peu le drame migratoire, les relations entre l'Espagne et le Maroc, le gendarme marocain et également la lâcheté des présidents africains et le silence vis-à-vis de ces tueries. Alors, bon, déjà, pour commencer, bonjour. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a Également. plusieurs éléments. J'ai un copain du RIF qui m'a envoyé immédiatement l'information le jour même. Personne n'était informé. Donc, j'ai reçu immédiatement les images, très surprenantes images d'ailleurs, parce que c'était filmé par la police. Ça veut Hein. dire qu'ils n'ont pas eu de problème avec l'idée de massacrer des gens. Il faut savoir que la police marocaine, comme en général les polices arabes, ne fait pas de cadeaux. Quand il y a un problème, ils tapent. C'est pas une surprise. Il y a un historique sur la police marocaine très ancien. On se rappelle des répressions des années 80 quand il y avait les émeutes de la faim, où c'était les Marocains évidemment qui prenaient les coups. Donc malheureusement, c'est une police un peu répressive au modèle français. Ça ressemble un peu au même modèle français. On a ça un peu partout en Algérie, en Tunisie. Donc ça, c'est pour expliquer un peu la logique et la sociologie policière et ce qui préside à leur action. Après, il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect sécuritaire demandé par les Européens de faire que les pays arabes méditerranéens, donc Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, soient des pays remparts pour empêcher l'immigration massive, l'immigration évidemment
soit de guerre, il y en a évidemment. Là, on parle de Soudanais, il faut savoir que les gens qui sont morts, malheureusement, c'était les Soudanais, donc c'est bien, des réfugiés de guerre et non pas des. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que c'était des Soudanais du Darfour. Ce fameux Darfourais qu'on aimait beaucoup, là aujourd'hui, on les aime moins, bizarrement. Et donc, ils ont été contraints de quitter un espace, et c'est l'historique qui est intéressant. C'est-à-dire que la genèse de tout ça, c'est pas arrivé, ils ne sont pas précipités sur la frontière à Melilla, qui est une ville occupée illégalement par l'Espagne, il faut le rappeler aussi. C'est une des 2 enclaves que l'Espagne occupe au Maroc, donc ça, c'est intolérable déjà. Ce drame ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas d'occupation espagnole. Mais bon, on met ça de côté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un traitement qui a été différencié entre les Marocains l'année dernière qui ont franchi cette enclave, ils étaient plus de 6 000, il n'y a pas eu de mort, et ces malheureux Soudanais qui ont tenté de franchir l'enclave et qui ont été massacrés. Alors, c'est bien un massacre auquel on a assisté, c'est bien sur ordre de l'Europe, littéralement, empêcher qu'ils arrivent par cette frontière qui est une frontière artificielle, donc des enclaves. Mais surtout, ça a été provoqué par le fait que la police marocaine a décidé, pour des raisons que j'ignore encore, de dégager des montagnes, parce que la plupart des migrants, en règle générale subsahariens, se réfugient dans les montagnes boisées de la région. Il faut savoir que le Rif, puisque c'est la région du Rif, Nador, c'est une région qui est très montagneuse, c'est très montagneux, c'est rocailleux, c'est très déshérité aussi, mais c'est une région aussi dans laquelle les gens peuvent se cacher. C'est traditionnel. À l'époque, quand Abdelkrim Khattabi a fait sa guerre contre l'Espagne, c'était dans les montagnes du Rif. Donc ce fameux Rif oriental est une région traditionnellement frondeuse. Il faut savoir aussi, et pour casser les clichés bidons, c'est que la police de ces pays-là n'est pas la population. Moi, j'ai vécu un temps en Maroc, à Tanger pour être précis, et la population marocaine est extrêmement bienveillante vis-à-vis des migrants. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on va en faire. C'est-à-dire que la population marocaine, non seulement est bienveillante, mais a été la première choquée par le traitement qu'ils ont subi. Les organisations marocaines sont mobilisées, en dépit du fait que c'est pas une démocratie, ont manifesté, et surtout, c'est des gens qui leur apportent à manger. Dans les montagnes, ils sont pas en train de mourir de faim parce qu'il y a des gens qui les aident. Il y a des structures, il y a vraiment un accueil parce qu'il faut pas oublier non plus que ces réfugiés, d'abord c'est des pauvres, des malheureux, puis c'est aussi des musulmans. C'est un truc qu'on oublie. Alors tous ces éléments constitutifs font que la population est plutôt favorable. Elle se rend bien compte que c'est des misérables parce que le Maroc n'est pas un pays riche et qu'il y a aussi des misérables au Maroc. Donc cette communauté de destin, elle est comprise par la population, mais n'est pas acceptée par les autorités. Et lorsqu'ils vont chasser des montagnes ces malheureux réfugiés, c'est la panique. Alors les gars, ils se défendent comme ils peuvent avec des bouts de bois coupés un petit peu à la va-vite. On les a vus, ces images de bouts de bois qui n'étaient pas du tout des armes, juste pour se défendre d'une opération policière qui était de grande envergure. Et pour fuir, ils cherchent à aller dans le moindre mal. Ils vont du côté de ce qu'ils considèrent comme étant l'Occident, donc l'Espagne. Ils se précipitent donc à la frontière. Et contrairement à l'idée reçue, les Espagnols, ils n'ont pas massacré. Ça, c'est un mensonge. Ils les ont empêchés de passer, mais ils les ont pas massacrés. Malheureusement, les massacres ne sont que d'un côté. Pire encore, lorsqu'ils franchissent la frontière espagnole, donc cette ville occupée, eh bien, ils reçoivent des soins, on leur prodigue des soins. Quand ils restent côté marocain, ils prennent des coups de matraque. C'est ça qu'on a vu. Alors, ça pose problème et la lâcheté des chefs d'État africains est engagée pour plusieurs éléments. D'abord parce que ils sont pas forts. Pour commencer, c'est pas le courage qui les étouffe. Mais il y a quand même le président de l'Union africaine qui s'est positionné très rapidement. Là, bon, je suis pas très fan du personnage, mais là, il était à la hauteur. Et ça crée une onde de choc parce qu'on s'attendait pas à ce que dans un pays comme le Maroc, qui était plutôt favorable, qui était plutôt pro-africain en vérité, en politique en direction de l'Afrique, qui s'était développé ces 10 dernières années, sachant que le roi du Maroc en plus est descendant direct d'une subsaharienne. Donc il y a quand même une politique qui était d'apaisement. Mais malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure. La police a de mauvaises habitudes. C'est pas une police sympa, comme beaucoup de polices malheureusement. Et surtout, les directives européennes sont strictes et violentes. Et donc, ils ont appliqué avec zèle les directives européennes parce qu'ils étaient débordés. Alors, pourquoi débordés? Parce qu'ils les chassent des montagnes, que ces migrants s'est précipités sur la frontière et que là, on les massacre pour empêcher qu'ils passent, parce qu'ils étaient déterminés. Alors, au début, les mensonges ont été multiples. Ça a commencé, moi, j'ai reçu les informations immédiatement par cet ami du RIF. Les premiers mensonges, c'est de dire il y a 17 morts et 5 morts du côté police marocaine. Sous-entendu, ils ont été massacrés. Et que les policiers ont subi. Puis après, ils ont parlé de 27, puis 37 morts. Et on n'avait plus de morts du côté policier marocain, on avait des blessés. Puis après, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de blessés côté policier marocain, mais que c'est bien les migrants qui ont été massacrés. Donc, enfin, les migrants, les réfugiés de guerre, faut utiliser les bons termes, parce que migrant est un terme qui est un peu trop passe-partout, qui donne l'impression que c'est des squatteurs. Pas du tout, c'est des réfugiés de guerre qui fuient une guerre du Darfour. Et en substance, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, les Espagnols, qui sont en très bons termes avec le roi du Maroc et avec l'État marocain, ont donné des directives strictes qui viennent de l'Union européenne pour dire ça ne passe plus. De l'autre côté, ils se sont rapprochés du roi du Maroc par rapport à la question du Sahara occidental. Je parle de Pedro Sanchez, donc le Premier ministre, qui est en difficulté dans son pays d'ailleurs. Et chacun s'est mis d'accord. Donc d'un côté, Pedro Sanchez reconnaît la maroquinité du Sahara occidental en dépit du fait qu'il s'est lancé une puissance coloniale quand même, c'est pas rien. Et les Marocains ont dit on va serrer la frontière. Voilà, c'est un accord qui s'est fait à la suite du débordement de l'année dernière avec les 6 000
Rifains qui ont voulu franchir la frontière. Mais le problème, c'est que l'humain là-dedans, il n'apparaît pas, il n'existe pas. Et ce qui est grave, c'est pour ça que j'ai rappelé que la population marocaine est très accueillante et était plutôt du bon côté de l'histoire, puisqu'ils ont toujours été assez, ils donnent de l'argent, ils les aident, ils font travailler. C'est ça la réalité de la population marocaine. Quand l'État marocain s'est mal comporté, ça ne veut pas dire que je ne cautionne en aucun cas la sauvagerie qui a eu lieu, bien au contraire. Et je dis une chose, c'est que ce qui est gravissime pour un pays musulman où la question raciale n'existe pas dans l'islam, je précise quand même, c'est un concept européen, la question raciale, qu'on en soit arrivé à taper aussi fort sur des malheureux qui fuyaient la misère pour faire plaisir à des barbares ex-colons qui n'ont rien à faire de la misère, c'est intolérable. On n'a pas, et je le dis et répète à chaque fois, les pays arabes n'ont pas à être une barrière pour ces migrants. S'ils veulent faire une barrière, qu'ils développent les pays. Que les gens aient envie de rester chez eux. Voilà ce qu'il faudrait faire. Ils n'ont pas taper dessus et qu'ils essaient de fuir la misère. Et donc aujourd'hui, on a ce rapport assez délétère où ils ont effectivement provoqué une situation catastrophique et où malheureusement, une fois de plus, alors c'est pas la première fois, comme je dis, que la police marocaine tape sur les populations. Ils l'ont fait sur leur propre population, donc c'est dire à quel point c'est pas un problème. Mais là aujourd'hui, c'est très grave. Maintenant, il y a l'onde de choc. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'effectivement les images sont sorties. Ce qui m'a étonné, c'est que les policiers filmaient. J'ai pas compris qu'ils filment ce genre d'exaction. Ils annoncent 37 morts. Bon, c'est très mec, c'est une plaisanterie. Quand on voit le cortège de morts qui est sur le sol, je veux dire, c'est pas 37 morts. On les compte à vue d'œil, on voit bien qu'il y a au moins une cinquantaine de morts. Ils ont été sans pitié avec des malheureux et surtout, ils ne s'interrogent même pas. Pire encore, ils ont interpellé 67 migrants qui ont été transférés et déférés devant le juge. C'est-à-dire que non seulement ils sont victimes, mais en plus on les juge. Donc, ce qu'il faut questionner aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que nous devons, j'en parle maintenant pour l'Algérie qui a aussi pas un bon comportement il y a 2 ans, 3 ans, je ne parle plus, vous avez reporté les migrants dans le désert pour qu'ils retrouvent leur territoire. C'est pas bien, mais ils ont tué personne. Par contre, la méthode était largement discutable, là-dessus on est d'accord. Est-ce que ces pays ont vocation, depuis la destruction de Libye, à être le barrage naturel de l'Occident? Non. Est-ce qu'on doit être payé pour dégager des Africains comme nous? Non. Et est-ce qu'on doit accepter que l'image délétère donnée par les Marocains qui sont, et je le rappelle, de façon régulière, pour 60% de la population d'origine noire africaine, d'accord? Ce ne sont pas des Blancs, les Marocains. Il faut sortir de ce délire, il y a dans le Nord qu'on a des Blancs. Le reste, c'est des Noirs africains ou des Berbères. Eh bien, est-ce qu'ils doivent se comporter comme des supplétifs d'un régime qui a inventé le racisme? Je parle de l'Espagne, c'est là-bas qu'est né le racisme, hein, celui de la catholique, pour faire plaisir aux Européens qui ne veulent pas de migrants? Non. La question est très claire, c'est non. Ensuite, est-ce qu'il doit y avoir des poursuites par rapport aux policiers qui ont assassiné, comme en France le 17 octobre 61? Oui. Il faut des poursuites pour savoir qui sont les responsables qui ont ordonné de massacrer des malheureux qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est essayer de fuir la misère. Et se poser la question, est-ce qu'on doit s'interroger sur le rapport entre le Maroc aujourd'hui et l'Afrique subsaharienne? Ben oui, si jamais cette question n'est pas réglée, s'il n'y a pas de poursuite, et si les gens qui ont donné l'ordre d'assassinat ne sont pas poursuivis, oui, il faut revoir les conditions de discussion. Par exemple, il y en a qui évoquent le boycott de la compagnie Royal Air Maroc, la RAM, qui dessert beaucoup de destinations, qui a fait un gros travail de ce point de vue-là aussi pour suppléer la perte de Fekria, qui était la compagnie libyenne. Ensuite, les banques marocaines qui sont très souvent installées en Afrique et qui font un travail conséquent, c'est vrai, mais toutes ces questions de coopération économique ne peuvent pas s'asseoir sur les principes humains. Alors simplement de dire que aujourd'hui les migrants ont été tués de façon barbare, c'est intolérable. On peut pas imiter ce qui s'est passé en Pologne quand ils ont mis les Noirs de côté, par exemple, qui fuyaient l'Ukraine, c'est intolérable. Et les policiers doivent être poursuivis, ça me paraît évident. Et surtout, ça donne une image délétère et ça donne le sentiment que les Arabes ne seraient pas africains, ce qui n'est pas vrai aussi, ils sont aussi africains. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs et je pense qu'il faut réfléchir réellement à une démarche critique. Après, il ne faut pas incriminer le Maroc en tant qu'État, nation et la population marocaine, ça c'est débile parce que c'est pas vrai. Il ne faut pas incriminer la population marocaine qui, je le dis et je le répète, il faut aller là-bas pour le voir. Ils sont plutôt généreux, ils sont plutôt dans la bienveillance, ont plutôt tendance à donner, à aider, à faire travailler. C'est ça la réalité. On ne peut pas tomber dans ce piège-là, mais il faut être capable de dire avec lucidité que le traitement qu'ont subi ces malheureux est un traitement inadmissible, à la frontière du racisme, même si les types qui tapent dessus sont aussi africains, et surtout, ont servi les intérêts de l'Occident et les intérêts de l'Espagne qui, effectivement, ne se regardent pas dans la glace. Donc aujourd'hui, les Espagnols ont beau jeu de dire on n'a rien fait, on est gentil, c'est les Marocains. La directive via l'Espagne, les accords sont bien passés avec l'Espagne, et les conséquences catastrophiques pour les familles des victimes, parce qu'on n'a même pas les corps, ils ont été enterrés à la va-vite apparemment, sont indescriptibles. Il faut vraiment que ce soit relevé. Donc c'est ce que je pense. Dans une analyse à froid, j'ai un peu vu ce qui s'est passé. J'ai reçu l'information très vite. J'ai pas diffusé tout de suite parce que je trouvais ça plutôt surprenant. Après le lendemain, ça a commencé à faire tâche, un effet comme ça d'embrasement. Tout le monde en parlait, mais c'est vrai que sur le jour même, j'ai eu du mal à croire aux images que je voyais.
Non, c'est certain, quand on voit que le Maroc fait le gendarme de l'Espagne, Mm. euh, en sachant que bon, le Maroc et l'Espagne, comme tu l'as bien noté tout à l'heure, c'est l'ancienne puissance coloniale. Donc il y a une espèce de hiérarchisation un petit peu des personnes et c'est ce que aussi une partie de l'Afrique pense. Il y a d'une certaine manière, les Marocains se sentent plus européens. Hein. Ça n'a rien à voir, mais je me souvenais que le Maroc voulait jouer la Ligue des Champions, hein, hein, pour les pays européens. On sait Si, ça a à qu'Israël, voir, ça. C'est une direction. ouais, on sait qu'Israël fait la Ligue des Champions, donc voilà, aussi, c'est un peu délirant. Mais il y a pour enfin, les Africains noirs, même si bon, c'est débile de dire ça, c'est Mm. dynamique, mais une considération pour les Marocains. Moi, j'ai des amis qui sont partis au Maroc, des amis africains, euh, moi j'étais au Maroc aussi, j'étais très bien reçu. D'autres hein, ont vécu un cauchemar. Donc moi, Gamal, ma question, je sais que toi tu es quelqu'un qui est pour l'unité entre les Africains, tu as toujours prôné que ce soit Bien sûr. dans les accords économiques, politiques ou autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'on te sollicite beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire à par exemple, un Maghrébin qui est raciste de ses frères africains noirs? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour le faire comprendre? Tu l'as dit tout à l'heure, 60% de la population marocaine est africaine, descendant d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à nos frères pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience du racisme qui est effectué, qui est conscient ou inconscient? Hein. Bah, je dirais simplement que d'abord, quand on est intelligent, on peut pas être raciste. Seul un imbécile est raciste. On commence par la base. C'est-à-dire de dire, te croire qu'il y a une différence entre un être humain et un autre parce que la couleur de sa peau est un peu plus sombre grâce au soleil. Hein, c'est le soleil qui fait le travail. Hein. Qu'on ait les cheveux plus ou moins frisés en fonction du soleil qui l'expose, c'est ridicule, c'est bête et c'est pour les imbéciles. Le racisme est une arme d'un imbécile qui voudrait se croire supérieur parce qu'il se sent inférieur. Donc ça, c'est très problématique. Quand on a une civilisation qui a brillé aussi longtemps que la civilisation musulmane qui brille toujours, quand on a des civilisations qui ont préexisté à la civilisation musulmane, que ce soit l'Égypte antique, où la couleur n'existait pas, puisque tout le monde était intégré, quelle que soit sa couleur. Quand on voit que les grandes civilisations, les grands empires, que ce soit la reine de Saba qui était noire, que ce soit la Haute-Égypte avec les empires, comme ça, les empires j'ai plus le nom des empires. On s'appelle les Kémites par la suite, mais c'est pas les Kémites. Hein. Les premières civilisations égyptiennes de la Haute-Égypte, donc le sud de l'Égypte. Quand on voit qu'il y a les empires zoulous, quand on voit qu'il y a les mandins, quand on voit il y a tout un tas d'empires qui sont créés et qui ont été respectés pour ce qu'ils étaient, et qu'à l'époque de l'islam, les rois allaient les voir comme étant évidemment des gens qui comptaient, puisqu'ils avaient un pouvoir considérable et qui régnaient sur des quantités considérables de territoires de personnes. Quand on sait cela et que le racisme est arrivé après pour justifier de l'esclavage, donc justifier la réduction d'un homme à l'état d'objet, de machine, quand cette idéologie est arrivée, c'est pour justifier de l'exploitation des hommes et de la destruction des hommes par d'autres hommes qui se croyaient supérieurs. Il faut se souvenir que la civilisation est née dans le bassin méditerranéen, c'est vrai, en Afrique, au Moyen-Orient. C'est là que c'est né, c'est pas ailleurs. Et que ce ne sont pas des blancs. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Il faut se souvenir que Bilal n'a pas été choisi parce qu'il était noir, c'est faux, ça c'est un mythe. Il a été choisi parce qu'il avait la plus belle voix. Mais que Bilal était esclave par accident, il y avait des esclaves blancs avec lui. Donc c'est pas une question de couleur. Bilal a été choisi parce qu'il avait la plus belle voix. On a reconnu sa qualité en tant que belle voix pour appeler à la prière. Donc c'est pas une question raciale à ce moment-là. Personne n'y pense. À ce moment-là, on pense à une question uniquement humaine. Quelle est ta valeur en tant qu'être humain? De qui tu descends? De quelle famille? De quelle lignée? C'est ça qui compte. Et en islam, la lignée, ça compte. Et donc, quand on entend des Maghrébins reproduire bêtement ce que l'Occident leur a appris il y a 400 ans, je rappelle que la civilisation musulmane, c'est 1400 ans, c'est pas 400 ans. Quand on entend cela, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui bug. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, il n'y a jamais eu de différence entre les peuples, on ne la connaissait pas. Notre prophète allait voir en Abyssinie, allait voir l'Abyssinie, allait voir la reine de Saba, comme étant une femme importante. Il allait voir tout un tas de tribus qu'on va appeler noires aujourd'hui, mais ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de couleur dans le monde arabe ou musulman. Mais il allait voir des gens qui étaient de couleur sombre, on dira, pour faire ça. Et il les voyait comme étant des gens respectables et honorables, pas du tout comme étant des esclaves, ça n'existait pas à ce moment-là. L'esclavage qui a existé du temps des musulmans, c'est l'esclavage d'hommes qui perdaient la guerre, et uniquement. C'est ce qu'on appelait les razzias. On perd la guerre, on est esclave, ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, et ça s'arrête. L'idée de l'esclavage de couleur, de la naissance à la mort et de père en fils, ça n'a jamais existé dans le monde musulman. Les musulmans ont réduit à l'esclavage 100 000 Européens dans les barbaresques.
Donc vraiment, l'idée de l'esclavage racialisé n'existe pas. Par contre, quand on recycle cette idée ridicule qui consiste à croire qu'un homme, parce qu'il a la couleur sombre, est peut-être inférieur, d'abord sur un plan physiologique, c'est débile. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je veux dire, n'importe qui fait de transition avec n'importe qui. Ensuite, et surtout sur un plan civilisationnel, c'est aussi débile, puisque les civilisations sont nées en Afrique, donc c'est un peu ridicule de dire ça. Et puis sur un plan humain, c'est honteux. Parce que nous, les Arabes, on a aussi été réduits à l'esclavage par les Occidentaux quand ils nous ont vaincus. Et que l'idée de l'esclavage, même s'il n'est pas appelé esclavage du temps de la colonie, c'est l'esclavage, il n'y a pas de problème. Cette idée-là est une idée qui est conceptualisée en Espagne par Isabelle la catholique parce qu'elle veut chasser les musulmans d'Afrique, d'accord, donc ceux qui viennent d'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, mat. Elle veut les chasser l'Espagne en faisant ce qu'on appelle, elle a fait le pacte de sang. Donc c'est une sorte de pacte qui dit que dans sa lignée raciale, donc elle a installé l'idée de la racialité, vous devez être d'origine espagnole blanche. Donc en gros, d'origine allemande, puisque les Espagnols sont d'origine allemande. Quand on monte loin, go visigo, strogo. Et donc quand elle fait ça, elle crée le racisme. Ensuite, elle trouve que c'est une idée de génie, pas elle, son groupe, pas seulement elle, trouve que c'est une idée de génie, de dire bah tiens, on va réduire les Indiens, on va se demander s'ils sont humains. Cette fameuse controverse de Valladolid, où pendant 1 an, ils vont massacrer les Indiens en Amérique, au moment où ils partent en conquête pour massacrer l'Amérique du Sud. Et puis ils demandent est-ce que ces gens sont des êtres humains puisqu'ils ont accepté Jésus? Est-ce qu'ils ont le droit d'accepter Jésus? Ou est-ce qu'on doit les tuer comme du bétail? Pendant 1 an, ils les massacrent et finalement, par une voix contre je ne sais combien, en majorité, ils finissent par être acceptés comme des êtres humains. Mais ils n'étaient pas solides à l'esclavage. Ils mouraient trop vite. Ils ont dit, il faut trouver d'autres esclaves. Et ils ont été d'abord prendre des esclaves. Écoute bien, tu vas trouver ça formidable. Au Maroc. C'est là qu'ils ont cherché les premiers esclaves. Donc les premiers esclaves espagnols, ceux qui étaient réduits en esclavage, c'était les Arabes du Maroc, pas des Noirs. Sauf qu'ils se révoltaient trop, parce que les Arabes, quand même, ils ont conquis l'Espagne 700 ans, ils les ont mis à genoux, donc ça passait pas. Ils ont eu du mal à soumettre les Arabes en disant, bah, vous n'avez pas, vous pouvez être des esclaves, c'est pas possible, parce que ils étaient supérieurs, entre guillemets. Hein. Supérieurs sur un plan de la domination militaire, évidemment. Et ensuite, ils ont creusé dans le sud au fur et à mesure, ils ont été dans l'Afrique musulmane, je le rappelle quand même. Hein. Les Noirs africains réduits à l'esclavage étaient tous musulmans. Et les Portugais ont été encore plus au sud pour essayer de christianiser ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Ils l'ont fait avec le Cameroun et la République centrafricaine, la République, le Zaïre, le nouveau Zaïre, enfin, la République, je sais plus le nom. Angola. Voilà. Angola, Congo belge, enfin, toutes ces régions-là ont été effectivement christianisées. Donc, il y a eu beaucoup moins d'esclaves qui étaient extraits là-bas que des pays musulmans d'Afrique de l'Ouest. Et donc, toute cette démarche-là, c'était juste pour justifier la réduction d'un homme à l'état de machine, c'est tout. Et ils ont justifié ça en disant, ah ben non, on est une race supérieure, surtout une race inférieure, donc ils méritent d'être des esclaves. Et étrangement, les Arabes ont été aussi réduits à l'esclavage un temps, puis étrangement, ils ont commencé à se dire, bon, les machines sont plus rentables que les hommes, on va arrêter avec l'esclavage. Voilà, c'est uniquement pour une question d'argent. Ça rapporte moins parce que l'esclave, faut quand même le nourrir, faut lui mettre un toit sur la tête, faut l'entretenir. Donc ça coûte trop cher, une machine ça coûte rien, on va prendre la machine. Que ça, c'est pas autre chose. Il y a pas eu d'humanisme, c'est juste un calcul financier. Mais effectivement, les Noirs africains ont été réduits à l'esclavage pour s'occuper des champs de coton, pour s'occuper des champs de sucre, les cannes à sucre, c'est ça, l'exploitation des cannes à sucre, et c'est ce qui a enrichi l'Occident. Exploiter des cannes à sucre qui coûtent cher à exploiter par des hommes qui coûtent rien, c'était tout bénef pour eux. Et donc cette idée qui a été créée en Espagne andalouse, donc enfin post-andalouse, donc l'Espagne établie et catholique, qui a été appuyée par des concepts d'abord religieux. Ce ne sont pas des êtres humains, ils ne peuvent pas croire en Jésus, puisque Jésus dans leur tête était blanc, ce qui est faux évidemment. Après, a muté dans une idée qui était une idée de ce qu'on appelle le racisme scientifique, donc biologique. Au XIXe siècle, il y a des fous, des hommes qui se prenaient pour des savants, qui étaient persuadés qu'il y avait des races supérieures, la race blanche, mongoloïde, négroïde, les Arabes ils appelaient, je ne sais pas plus comment ils les appelaient, bref. Il y avait plusieurs races comme ça, et le top du top c'est le blanc et tout le reste c'est inférieur. Après, ça a été battu en brèche, évidemment, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a trouvé un nouveau racisme, il a créé un racisme entre blancs. Donc, il a trouvé qu'il y avait les blancs supérieurs de l'Europe occidentale et les blancs inférieurs, les Slaves. Et après, ils ont arrêté définitivement. Mais ce qui est certain, c'est que quand on recycle cette idée raciste débile, c'est une façon de la part des Nord-Africains qui sont comme ça, pas tous, hein, c'est une minorité, mais quand même, de penser que parce que on est juste un cran en dessous de l'Européen, on est supérieur au Noir. Et ça, c'est pathétique. Ça veut dire que l'Européen défend l'idée qu'il descend du singe, je le rappelle quand même, donc c'est eux les singes. Hein. Ils défendent l'idée qu'ils descendent du singe, mais nous, on serait inférieur à eux qui descendent du singe. C'est quand même très amusant en termes de généalogie, et ils finissent par dire que le noir est un singe. On se demande qui descend du singe. Hein. Mais simplement pour dire que quand on recycle ces idées, c'est une façon de cacher sa honte. Moi, j'en veux pour preuve, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, les cheveux, l'obsession de lisser les cheveux pour ressembler à un singe européen. Mais ça sert à quoi? Si c'était pour cacher ce qu'on est. Non, on est beau dans sa beauté, dans sa réalité, on n'est pas beau dans une singerie. Quand on a les cheveux lissés, moi j'ai les cheveux comme ça, mais quand on a les cheveux lissés volontairement avec le lissage brésilien ou je ne sais quoi, c'est qu'on a honte de soi.
Quand on change de nom, c'est qu'on a honte de son nom. Quand on parle moins de sa religion, c'est qu'on a honte de sa culture. Une culture qui a 1400 ans. Pardonnez-nous du peu. Et quand on recycle les idées crasseuses racistes, car c'est crasseux comme idée, c'est une idée sale. Simplement, c'est une façon de dire, mais je suis pas comme l'autre. Je suis un petit peu meilleur. En oubliant qu'on reste inférieur. Donc, si on veut lutter contre ça, il faut d'abord apporter 2 éléments. Le premier élément, se souvenir d'où a été créé le racisme. Chez les catholiques qui avaient été vaincus par les musulmans pour reconquérir et pour écraser les populations musulmanes au départ. Ensuite, pourquoi le racisme? Pour justifier l'esclavage des hommes, donc de réduction des hommes à l'état d'objet, ce qu'on appelle la réification, la chosification d'un homme. Ça coûte pas cher et ça justifie de tous les excès. De père en fils, tu seras un esclave, mon fils. C'est ce qui s'est passé. Et quand on recycle ça, on se donne l'impression d'être meilleur alors qu'on ne vaut pas mieux que celui qui y croit réellement. Et je pense que pour sortir de cette logique-là, d'abord l'Afrique est en train de décoller économiquement, donc déjà le racisme social va commencer à se réduire. Ensuite, parce que les intellectuels africains sont légion aujourd'hui, parce qu'ils font le boulot, parce qu'ils redressent le nez, parce qu'aux États-Unis ils ont déjà redressé le nez, les Américains ont montré la voie et c'est bien, et que ça démontre effectivement que s'il y a un retard, il est uniquement lié au fait qu'on les a écrasés et qu'on les a empêchés de se développer pendant près de 500 ans quand même, c'est pas rien. Ce retard est en train de se combler et ces questions racistes vont disparaître. Et j'en veux pour preuve le racisme infra-européen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé intra-européen? Avant que l'Espagne et le Portugal ne rentrent en Europe en 86, ils étaient considérés comme des races inférieures. Ils étaient humiliés. Les Italiens, pareil. Ils étaient tués dans les rues. Ça, on l'a oublié, ça. C'était au milieu du siècle dernier. Et quand ils sont rentrés en Europe, par la magie de l'Europe, donc montée sociale, ils deviennent européens, donc pareil à eux. Tout ça, c'est de la fabrication, c'est des vues d'esprit. Un raciste est concrètement une sorte de crétin imbécile complètement ignorant qui se trompe de colère. Il croit, parce qu'il va inférioriser l'autre, qu'il est meilleur que l'autre, alors qu'en réalité, il est inférieur. Et, pour prendre un exemple très très violent, les Allemands ont été racistes parce que l'État a voulu qu'ils deviennent racistes. Ils ont considéré que les peuples de l'Est, qui étaient blancs comme eux, étaient inférieurs. Pourquoi? Parce que les Allemands étaient inférieurs à tous les Européens après la Première Guerre mondiale, qui se sentaient très mal, que c'était devenu la poubelle de l'Europe. La prostitution était légion à Berlin. On les considérait comme des mendiants. Ils mouraient de faim. C'est ça l'Allemagne. Ils avaient un niveau de pays pauvres africains à l'époque, dans les années 20. Et que des types sont arrivés et ont dit non, non, on n'est pas inférieur. Ils se savaient inférieurs à ce moment-là. On est une race supérieure, on est les Aryens. Ils ont créé un concept pour remonter la dignité de l'Allemand qui était devenue très basse. Et donc, c'est une façon de se défendre qui est maladroite, qui témoigne de 2 choses. D'abord, on part d'un terrain qui est quand même meuble, qui est très bas. On se sent mal dans sa peau. Et pour se sortir mieux, on va essayer de trouver quelqu'un de plus mal que soi et de l'inférioriser. Au Maroc, c'est un pays très pauvre. C'est pas un pays riche, contrairement à l'idée reçue, la propagande française. C'est un pays qui souffre économiquement, beaucoup actuellement d'ailleurs. Et c'est un pays qui est devenu une sorte de passerelle naturelle vers l'Europe. Eh bien, les Marocains, moyennant finance, parce qu'ils sont en grande difficulté économique, ont accepté d'être payés pour faire le travail que les Libyens ne font plus, à savoir garder les populations locales sur place. Après, il y a l'autre aspect. Au Maroc, il y a des villages africains qui sont développés. Alors, quand je dis africains, subsahariens, parce qu'on est tous africains. Et ces villages ont commencé à réussir, parce que les subsahariens, quand ils se sédentarisent, ils travaillent, c'est des travailleurs. Et ils produisent de la richesse. Et ça profite au pays. Donc, à tout point de vue, c'est positif. Et surtout de rappeler, et c'est important que, et là maintenant je parle en tant que musulman, que lorsque on fait l'Aden, quand on fait l'appel à la prière chez les musulmans, à la Mecque, dans le plus grand lieu de mixité mondiale, on est tous avec, quand on fait le pèlerinage, hein, on est tous avec son linceul sur soi, son drap blanc, tous au même niveau devant Dieu, tous nus devant Dieu. Et Dieu ne fait pas de distinction entre les gens. On est tous au même niveau. Et ça, c'est une chose qu'il faut rappeler. Donc, ce qui s'est passé au Maroc est la conséquence d'une politique européenne, je le rappelle, et la conséquence de stupidité que certains recyclent de racisme bête, alors qu'ils sont aussi africains que les autres, sinon plus, et surtout démontre qu'il y a de vrais problèmes sur cette question crasseuse du racisme. Je vais prendre un autre exemple, par exemple au Maroc, les Rifins, qui sont considérés comme des Espagnols par certains Marocains, pas tous, une minorité, ils les aiment pas parce qu'ils ont la peau blanche et les cheveux raides, et c'est vrai qu'ils sont d'origine espagnole pour la plupart. Les Rifins sont maltraités au Maroc. C'est de la jalousie. Le Marocain qui va maltraiter le Rifin ne se croit pas supérieur. Mais par jalousie et par réaction, parce qu'il aurait aimé être aussi blanc que le Rifin, lui reproche d'avoir la peau blanche. Eh bien ça, c'est encore une fois une réaction de complexé. Le jour où les Africains, et quand je dis l'Afrique, moi je dis pas les Africains, les Noirs, ça veut rien dire pour moi, ça c'est stupide. Du nord au sud, de l'extrême nord à l'extrême sud, le jour où l'Africain s'acceptera pour ce qu'il est, un peuple avec d'immenses civilisations qui ont émergé, un peuple avec un potentiel considérable de développer à nouveau ces civilisations et d'avancer, d'avoir un saut qualitatif incroyable, le jour où on s'acceptera pour ce qu'on est réellement,
Le jour où on acceptera la couleur de notre peau avec une fierté, le jour où on acceptera que nos cheveux sont frisés, donc ne sont pas raides, ce jour-là, à ce moment-là, le racisme sera vaincu. Parce que cette idéologie sale européenne doit retourner en Europe. S'ils veulent se détester entre eux, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a peu de temps, j'ai eu un débat dans une télévision africaine, pas l'africaine, au cours duquel j'ai vu des Africains, des frères donc, se prononcer sur la question de ce qui s'est passé avec l'interpellation des 49. Alors côté malien, ils appellent ça des mercenaires. Côté ivoirien, ils considèrent que ce sont des militaires qui devaient faire une mutation par rapport à la MINUSMA. Et j'ai entendu sur un plateau des Africains, donc des frères entre eux, hein, dire il faut la guerre, il faut l'entrer dedans, il faut y aller. Et là, je me suis insurgé contre ça. Et je leur ai dit simplement, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. La guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, des frères qui vont se tirer dessus, des peuples frères dont les familles se mélangent, vont se battre entre eux pour faire plaisir à l'Occident. Mais jamais de la vie. Si effectivement ces mercenaires, ils doivent être poursuivis de façon propre en justice, portés bousculés. Eh bien, les retours des commentaires sur Internet à la suite de cette vidéo ont été 100% positifs. Ils ont apprécié le fait que je dis qu'il faut rappeler qu'on ne doit pas tomber dans le piège des Occidentaux. Eh bien, je dis la même chose pour les Marocains. Il ne faut pas donner le sentiment, parce que l'Occident veut qu'on soit raciste, que nous sommes racistes. C'est faux, on n'est pas racistes. On est des êtres humains d'origine africaine pour la moitié ou le trois quarts de la population comme au Maroc, et nous devons réhabiliter notre africanité parce que c'est... Ah, j'ai fini. J'ai pas entendu la suite. Ça a un peu coupé, il me semble. Ah d'accord. Je disais qu'il faut réhabiliter l'idée que être africain est une fierté et pas une honte. Il faut revenir sur nos fondamentaux. Nous sommes africains. Pour certains pays arabes, il y a 20, 30, 40, 60 ou 70% de la population. Au Maroc, c'est 60% qui sont africains, qui sont de vrais Africains. Je suis désolé, le roi du Maroc, il n'a pas une tête d'Européen, il a une tête d'Africain, qu'il veuille ou non. Donc il faut sortir de ce piège. Il faut être fier de ce qu'on est. Tant qu'on fuira notre couleur, tant qu'on fuira notre continent, alors c'est le plus beau de la Terre, hein, quand même, pas l'oublier. Et c'est vraiment le plus beau de la Terre. Hein. Genre en termes de richesse, c'est extraordinaire ce qu'on voit. Que ce soit les paysages, les décors, l'atmosphère, la culture, enfin c'est incroyable. Tant qu'on fuira cette fierté, on sera mal. Moi, je considère qu'un Africain ne peut pas tourner le doigt à son africanité, qu'il soit d'ailleurs arabe, berbère ou subsaharien, c'est un Africain. Et il y a autant d'Afrique que d'Africains. Je veux dire, le Somalien n'a rien de commun physiquement avec l'Ivoirien, par exemple, ou avec le Camerounais. Ils n'ont rien de commun. Et pourtant, on partage le même continent. C'est cette richesse qui fait la différence, qui fait la qualité d'Afrique. Faut vraiment réintégrer cette notion. Quand je vois des Maghrébins oublier qu'ils sont africains, j'ai un problème avec ça. Quand je vois les entiers oublier qu'ils sont africains, je trouve ça pathétique. Ils sont pas allés dans un bateau, ils l'oublient. Donc tout ça, il faut le rappeler. C'est essentiel de rappeler effectivement que tant qu'on on réhabilite pas cette africanité, cette arabité, cette islamité, cette berbérité, tous ces éléments, toutes ces strates identitaires, tant qu'on ne réhabilite pas ça, on sera jamais en paix avec soi-même, tout simplement. Merci Gamal d'avoir rappelé tout cela. C'est important, hein, c'est important. Moi, j'ai fait un pont avec le drame des, euh, des migrants, des Africains, des Soudanais. Ce sont quand même on parle quand même d'êtres humains. Hein. On oublie Sûr. aussi que on oublie aussi qu'il y a eu des tombes creusées, des tombes qui ont été creusées. Il y a eu des photos sur Twitter qui sont apparues, 13 tombes, où on parle aussi euh, on a des tombes collectives. Enfin, à un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'on retrouve notre humanité. Hein, notre humanité tout simplement. Il y a eu un drame, il y a eu des manquements, il y a eu, j'ai envie de dire, la police marocaine qui a succombé aux sirènes des Espagnols. Hein, et maintenant, ils font le sale boulot, parce que pour moi, c'est du sale boulot. Ils font Absolument. le sale boulot. Et j'ai aimé aussi, il faut rappeler aussi la réaction de certaines associations marocaines, ou en Espagne, ou à Madrid, ou à Rabat, où des gens ont défilé pour les droits des migrants. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a les dirigeants africains, notamment marocains, hein, ou des dirigeants marocains, ou ivoiriens, maliens ou somaliens qui n'ont pas dit un mot, et il y a la population. Donc, tu l'as rappelé tout à l'heure, la distinction entre les gouvernements et les populations, et tout Africain, tout être humain a été vraiment, on est tous tombés de la chaise quand on a vu ces vidéos et ces photos, et c'est super intéressant que tu aies pu le rappeler. C'est dommage qu'il n'y ait pas grand monde à 17h, mais
J'espère qu'on pourra diffuser ce que tu as dit tout à l'heure sur les nations africaines, ce qui est, c'est tout simplement magnifique et joli. Et il y a aussi dans, dans, dans la France beaucoup de métissage. Donc de rappeler que aussi, également, moi j'ai des enfants métis, que leur Mmh, africanité, elle est présente et qu'elle coule dans bien leur sûr. veine et que ça ne bougera pas. C'est important pour qu'ils puissent trouver leurs racines pour pouvoir évoluer. Parce que, on va Bien pas sûr. se mentir, nous aussi, enfin, moi j'ai grandi en France, je suis né en France, mais on a cette double culture et des fois, on essaie de singer, comme tu as pu dire, Gamal, singer un peu l'Occidental. Mmh. Mais on reste des Africains. Maintenant, je voudrais juste, Gamal, à très peu de temps, je sais que tu es au travail, que tu nous donnes un peu le point de vue des dirigeants africains, c'est-à-dire marocains, algériens, parce qu'il y a aussi l'Algérie, maliens, sénégalais, ivoiriens, toute l'Afrique subsaharienne, euh, l'Afrique française, hein, j'ai envie de dire, genre oui, l'Afrique française, hein, quand on voit ce que l'a Francophone. fait la Côte d'Ivoire, les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? J'ai regardé tout à l'heure sur Internet d'avoir des retours, à part le président de l'Union africaine, j'ai pas vu personne moufter. Bah pour l'instant, alors bon, les Algériens, bon, j'allais te dire que les Algériens, ils ont beau jeu de faire le travail puisqu'ils sont en tension avec le Maroc. Hein. Donc les journaux algériens n'ont pas arrêté d'en parler. Ça, il y a une logique quand même du réponse du berger à la bergère. Surtout que les Marocains avaient beaucoup critiqué la position algérienne quand ils reconduisaient dans le désert des subsahariens, mais ils les ont pas assassinés. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Moi, je précise quand même que je pense qu'il faut pas reconduire des gens dans leur pays de cette façon, mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas été assassinés. Le contraire n'est pas vrai. Donc les Algériens en ont beaucoup parlé, ça a beaucoup fait couler d'encre, j'allais dire, et ça a choqué réellement. Parce que l'Algérie, son africanité, elle se fait. On a par exemple Ares Mboli, le joueur, l'excellent gardien de but algérien, est africain. Il est africain, il est algérien. Parce qu'il n'y a pas de distinction. L'Algérie était ce qu'on appelait la Mecque des révolutionnaires. Toutes les organisations d'émancipation d'Afrique ou d'Amérique noire étaient présentes en Algérie et à Alger en 70. Donc cette lumière un petit peu que l'Algérie montait en 70 est toujours un peu présente. C'est un pays qui est intégrationniste. Il veut intégrer la région. Par exemple, ils font l'autoroute nord-sud. Ils sont en train d'ouvrir les frontières avec le Mali. Donc l'Algérie est vraiment dans une démarche plutôt positive vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est logique puisqu'ils savent très bien ce qu'ils doivent à l'Afrique par rapport à la révolution et vice-versa. Donc ils ont beaucoup critiqué le Maroc. Maintenant, les chefs d'État africains, alors d'abord, il faut voir ce que ça vaut. C'est souvent des chefs d'État sous contrôle, qui ont peur, qui sont lâches, et qui ne peuvent pas toucher à l'enfant chéri de la France. Parce que le Maroc, on le veuille ou non, est l'enfant chéri de la France. La France a beaucoup d'investissements au Maroc, a tout intérêt à maintenir ce statu quo d'un pays qui est stable. Alors, il y a beaucoup de mouvements sociaux au Maroc aujourd'hui, c'est normal, puisqu'il y a eu la crise, c'était violent. Les Marocains c'est un peuple travailleur, mais ils sont en difficulté économique aggravée aujourd'hui à cause du Covid et à cause du coût des importations de gaz et pétrole. Et la question migratoire est une question qui se monnaie, c'est de l'argent qu'on donne. Alors, il est vrai que les chefs d'État africains qui sont incapables de garder la population chez eux ont tendance à ne pas critiquer le fait qu'il y ait une répression dans les pays arabes, parce qu'ils sont responsables pour partie. C'est une très faible responsabilité, mais bon. Et de l'autre côté, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ce qui est honteux, à mon sens, c'est qu'on pardonne beaucoup de choses aux Marocains qu'on ne pardonnerait pas à d'autres pays. Si ça avait été en Tunisie, je pense qu'il y aurait eu un peu plus d'énervement. Pourquoi? Parce que le Maroc a quand même, dans son retour à l'Union africaine, ils sont revenus. Hein. Ils avaient quitté l'Union africaine, ils avaient quitté toutes les instances qui étaient liées à la région. Ils se prenaient un peu pour les Européens. À un moment donné, ils croyaient qu'ils rentreraient en Europe, mais bon. Et donc, les Marocains, en revenant sur l'Union africaine, ont fait un gros travail de lobbying pour montrer qu'ils sont des gens sympas. Ce qui n'est pas faux. Hein. Il y a des choses qui sont vraies. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais cette image horrible à laquelle nous avons tous assisté, a démontré que la police marocaine, je parle bien de la police hein, uniquement, a fait le sale travail que l'Espagnol lui demandait de faire. Ça, c'est intolérable. À partir du moment où il y a un supplétif d'un État étranger, l'Espagne, on doit régler ça. Et moi, je pense que la seule chose qu'il faille aujourd'hui évoquer de façon radicale, et les chefs d'État africains devraient le faire, c'est d'abord dénoncer ce crime qui est un crime qui ne doit pas rester impuni, et surtout de faire en sorte qu'on libère Ceuta et Melilla de la présence coloniale espagnole. Ils n'ont rien à faire au Maroc, qu'ils retournent chez eux. Avant, c'était colonisé par l'Espagne, le Portugal, puis ensuite l'Espagne. Il faut arrêter de plaisanter là-dessus. Ceuta et Melilla n'ont pas vocation à être des territoires occupés par l'Espagne, parce que s'il n'y avait pas de Ceuta et Melilla, il n'y aurait pas eu ce drame. Il y a d'autres drames avec la pointe de l'Afrique, avec ce qu'on appelle le rocher de Gibraltar, où il y a beaucoup de gens qui meurent, d'origine marocaine aussi, hein, pas oublier. Ce qu'on appelle les haragas, c'est beaucoup de jeunes qui s'est passé ce bras de mer qui fait 30 kilomètres. Mais Ceuta et Melilla
sont dans le Maroc. C'est deux villes enclavées qui sont des fortifications. C'est intolérable. Donc moi, je serais vraiment, si on veut éviter à nouveau des drames comme cela, non pas de dire à la police marocaine d'être moins sauvage, même si c'est obligatoire, mais surtout d'en finir avec ces enclaves. C'est intolérable de voir que ces espèces de petits joyaux comme ça qui donnent l'impression d'être un bout d'Europe soient encore au Maroc. Et ça, si on en finit avec ça, on va en finir avec beaucoup de drames. Ensuite, que les chefs d'État africains soient un peu plus courageux et qu'ils disent au roi du Maroc, simplement, qui est malade d'ailleurs aujourd'hui, qui lui dit simplement, il faut qu'une commission d'enquête internationale soit conduite par rapport à ces massacres. Il faut savoir qui a donné l'ordre barbare de massacrer ces pauvres subsahariens, qui a donné l'ordre d'aller les chasser dans les montagnes, ça a commencé par ça, et qui est responsable de cette tuerie. Et une fois que ce sera établi, il faut que la personne soit poursuivie normalement, parce que ce sont des morts. On parle de drame, on parle de famille, on parle de corps. C'est quand même assez incroyable. Puis deuxième aspect, c'est que le Maroc a beaucoup travaillé son image sur l'Afrique noire pour faire en sorte et c'est logique, puisque c'est africain, de montrer qu'ils sont ouverts à l'Afrique, puisque c'était une zone migratoire. Hein. Le Maroc du nord au sud, c'était pour ça que 60% des Marocains sont d'origine africaine. Et aujourd'hui, enfin noire africaine, je veux dire. Et aujourd'hui, avec ce coup-là, ça leur coûte très cher en vérité, parce que les peuples africains, eux, subsahariens, ont vu ce qui s'est passé. Et en plus, c'est quand même des Soudanais qui sont, je le rappelle quand même, arabes. N'oublions jamais que les gens qui ont été tués sont arabes. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce ils ont la peau noire qu'ils sont pas arabes. Les Yéménites ont la peau noire, ils sont arabes. Les Soudanais sont arabes. Il faut jamais oublier ça. Ils parlent arabe, leur religion c'est l'islam, donc il n'y a pas de problème. Et donc ces questions-là montrent qu'effectivement, quand ils massacrent ces gens-là, ils voient pas les subsahariens. C'est pas ce qui les intéresse. Ils voient des gens de couleur sombre, effectivement, peut-être arabes, et certainement arabes, puisqu'ils parlent arabe, qui veulent traverser de force un territoire occupé par l'Espagne pour rejoindre l'Europe. Eh bien, il y a deux problèmes qui se posent. On n'a pas à faire les flics pour les Européens et ils n'ont pas occupé un territoire marocain. Donc moi, je suis pour la libération et je suis radical là-dessus de Ceuta et Melilla. Elles doivent redevenir marocaines. Il n'y a pas à négocier. Les détroits de Gibraltar doivent redevenir marocains. Les îles qu'ils occupent illégalement doivent redevenir marocaines pour qu'on n'ait plus ce genre de drame. Tout simplement. Merci Gamal. Merci beaucoup. Hein, ça fait 18h01. Là, tu as été vraiment très très complet, très très précis. J'ai appris énormément de choses. J'espère qu'il n'y avait pas grand monde aujourd'hui. Samedi après-midi, les gens ils font les soldes. Mais il faut diffuser ce programme. Puisque moi, on m'a demandé, oui, Salif, essaie de faire quelque chose par rapport au drame. On devait faire ça la semaine dernière. Gamal, t'étais pas là. Franchement, je te remercie d'avoir pris le temps. J'étais au travail. Mais c'était très, très complet. Et je vous espérais que tous ceux qui sont en France, issus de l'immigration ou pas, puissent avoir toutes ces gammes que tu as pu nous citer et ces références aussi historiques qui sont très très importantes. Parce que c'est un drame, mais si on n'a pas l'envers du décor et on n'a pas la culture historique, on comprend rien. Et là, c'était très clair, très précis. Et donc, je te remercie, Gamal. Je te remercie. Rien. Et Plaisir. à très bientôt. J'espère que tu pars pas en vacances pour d'autres sujets. On verra. Si je pars, c'est en négociation, on verra ça. Mais j'étais en vacances la semaine dernière, j'étais en Suisse. Hein, donc, Ah, bah écoute, bah, c'est bon alors. il y avait de vraies raisons. Mais bon, on verra ça avec plaisir, salut. Je te Ça dis à plus marche. tard. Merci Gamal. Allez, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. On va prendre notre deuxième invité. Merci à Gamal. Franchement, toujours aussi précis, aussi percutant. Euh, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Attendez. Alors. Euh, J'espère que vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Hein. Gamal Abina, toujours aussi percutant et intéressant. C'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours ce fil historique, toujours ces données qui sont hyper importantes. Alors, je me souviens plus. Je me souviens plus. Ne bougez pas. Voilà, attends. 18h, j'ai rendez-vous avec lui. Là, on aura un journaliste congolais qui nous donnera sa version des choses, qui va être super intéressante. Ah, Fab, comment vas-tu Fab? Reste là, ça va être intéressant. T'as loupé l'intervention de Kamal. Voilà, on fait tout en même temps. FO. Attendez que je dise pas de bêtises.
Ah, ne bouge pas. Pourquoi F. Alors, attendez. J'espère qu'il va répondre. Donc, toutes ces informations, j'espère que vous avez pris en compte. On n'est pas nombreux, mais si vous avez la possibilité de diffuser ce que Gamal a pu nous livrer comme information concernant cette crise, tu as pu passer pour que je ne te loupe pas. Ah oui, oui. Écoute, hein, on y va étape par étape, monsieur Fab. TF1, ouais, c'est pas le must, hein, TF1. Bon, on fait notre petit bonhomme de chemin, on essaie de faire ce qu'on peut, tout bonnement. Voilà. On a aucune prétention. Alors, j'arrive pas à le trouver. Ne bougez pas, ne bougez pas. Euh, attendez, je vais écrire. Je envoie l'invitation, mais je sais pas s'il l'a. Un jour, si je veux. Je te remercie, Fab. On y va tout doucement. Alors, en tout cas, merci à ceux qui sont restés. Merci à Fatma. Vous êtes sympa. Si vous pouvez diffuser aussi. Ah, José Mac, un Chocat, on est là tout doucement. On essaie de faire bouger les lignes tranquillement, monsieur Chocat. C'est d'éveiller les consciences. C'est important d'échanger, de discuter. Si on n'échange pas, on ne discute pas, on est, on est cantonné à. Alors là, ouais, là je suis pas. Bon, c'est la connexion Congo, je sais pas si. Ne bougez pas. On a dit 18h. Pourquoi Pourquoi Attendez. Un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Envoyé. J'espère il sera présent parce que il fait partie de l'association panafricaine de Kémy Séba, Paul Congo. C'est un journaliste et militant panafricaniste. Donc ce sera super intéressant d'avoir son point de vue. On a eu le point de vue de Gamal Abina, qui est un journaliste algérien qui travaille pour des différents médias africains. Mais d'avoir un autre point de vue aussi, c'est intéressant. Invité à rejoindre. Mais pourquoi je tape son nom et je ne l'ai pas? Pourtant, il est abonné. Il est déjà intervenu d'ailleurs sur live que j'avais intitulé sur le racisme. Attendez, je vais essayer de tenter un truc. C'est sympa, vous restez avec moi. C'est sympa, vous restez avec moi. Attendez. Quelqu'un a rejoint le salon, toute personne doit sa vidéo en direct. Ok. Hop. Hop. Deux, il y en a un qui est parti. Donc, tout vient qui s'attendre. On voit avec succès. Donc je ne peux pas faire mieux. Attendez. C'est ennuyant parce que ceux qui regardent mon replay, ils attendront 5-6 minutes là. Alors, je vais essayer autrement. Je vais essayer.
Fortify Lushima. Je crois que c'est ça. On va essayer ça. J'ai personne. J'ai personne. Attendez. Hum, 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 hum. Normalement, il devrait être connecté, hein, je sais pas pourquoi. Bon, tout à l'heure, on a eu un petit problème aussi avec Gamal. Et en ligne, il y a 41 minutes. Sinon, je vais couper, je reprendrai après. Je reprendrai tout à l'heure. 18h10. J'attends 2-3 minutes. Alors, je sais pas si vous avez des petites questions, des réactions sur ce qui a été dit. En attendant, on attend Fortify Hiroshima, qui est je le répète, un journaliste et militant congolais. Est-ce que vous avez des réactions sur ce qui a pu être dit tout à l'heure par Gamal? Si on avait ou pas? Les trois qui sont là. Est-ce que vous avez des petites réactions, des choses que vous n'avez pas peut-être saisies ou autres, ou des compléments d'information, parce que on n'a pas la vérité absolue. Je crois que c'est les trois qui sont là. Sur les trois, il y a ma soeur, mon beau-frère. Deux. Elle est partie, Fab. Bon, écoutez ce que je vais faire. Ah, il est revenu, Fab. Il est gentil. Il est gentil. Ce que je vais faire, je vais couper et je referai un lien. Je vais l'appeler pour savoir si. Mais ce sera super intéressant puisque lui fait partie de l'organisation de Kémy Séba pour le Congo. Donc ça peut être très percutant, très intéressant et ça complétera un petit peu ce que Gamal a pu livrer comme analyse. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci pour les trolls. Dans combien de temps? 5-10 minutes? Même pas plus. Merci, à tout de suite.